Vincent Aubel, bonsoir. Alors, avant d'entamer cette petite conversation, je vous propose qu'on se présente tous les deux et puis qu'on présente ce pourquoi nous sommes là ce soir. Absolument. Donc, je suis Vincent Aubel, professeur des universités associé à l'université Marne-la-Vallée, au département génie urbain. D'accord. Et donc moi je suis Éric Kerrouche, sénateur des Landes et directeur de recherche au CNRS. Je travaille un petit peu sur la décentralisation et l'objet de notre conversation, c'est de s'interroger sur l'ouvrage qui va bientôt sortir, que vous avez rédigé avec Nicolas Cada, Oui, et qui porte donc sur une nouvelle décentralisation. absolument. Alors, l'idée de départ avec Nicolas Cana, avec lequel nous avons déjà publié de très nombreux ouvrages sur la décentralisation, c'était de se dire, mais qu'à un moment, les universitaires pouvaient sortir du commentaire et faire un certain nombre de propositions. Et en réalité, l'ambition de cet ouvrage n'est autre que celle de faire des propositions pour une nouvelle décentralisation. Alors justement, quand on parle de décentralisation, il y a beaucoup de gens qui ont ce mot à la bouche, qui parlent de République des territoires, qui vantent l'intérêt de ces territoires, l'intérêt des élus, l'importance des élus dans l'aménagement du territoire. On a vu que récemment, le président de la République était assez loin, on va dire, de ses considérations, s'est rapproché de ses élus et semble vouloir acter, ou du moins essayer de se rapprocher de la logique de développement local dont il paraissait éloigné. Mais quand on regarde, la décentralisation, c'est plus qu'un mot, c'est une trajectoire depuis 1982 et même avant, mais on va dire qu'il y a un acte fondateur. Et pour autant, malgré ces 40 années qui se sont écoulées, vous proposez vous proposez autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose une nouvelle décentralisation? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, si on parle de décentralisation, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne quand on utilise le mot décentralisation. Et je dirais qu'il y a les élus, c'est les élus. Mais il y a aussi un certain nombre de mots qui viennent en complément, et vous venez de le noter, le recours au terme de territoire, au terme de proximité, etc., qui sont des mots qu'on utilise, mais sans finalement savoir exactement ce que ça veut dire. Je prends un seul exemple. Le président de la République, dans sa conférence de presse du 25 avril 2019, a dû utiliser l'expression territoire 9 fois, et ça a tour à tour désigné un zonage, la politique de la ville, une structure intercommunale, la métropole, et une réalité géographique, les zones rurales. Donc en fait, quand on parle de la décentralisation, on voit bien que c'est quelque chose qui va avec le local, mais sans trop savoir ce que c'est. Et donc, en fait, notre pari, c'est que la décentralisation, avant d'être une question de structure, avant d'être une question d'élus, c'est d'abord une question d'hommes et de femmes. Parce que la décentralisation, c'est la décentralisation de la République. Et en réalité, la République, c'est l'axe de notre ouvrage, puisque, suivant la Constitution, on doit avoir une organisation décentralisée de la République. Et que la République, c'est le ciment de la communauté politique. Et notre lecture de ce nouvel acte de décentralisation s'articule autour de la devise républicaine: liberté, égalité, fraternité. Alors en effet, dans votre développement, qui est, qui se déroule, comme vous venez de le dire, en trois parties, il y a une proposition, des propositions qui montrent, j'allais dire, en creux, toutes les difficultés qu'on vit actuellement localement. S'agissant, parce qu'on peut peut-être reprendre ces différentes étapes les unes après les autres, s'agissant de la liberté, il y a peut-être une conception particulière actuellement de cette liberté, peut-être un petit peu trop au profit de l'État central et au détriment des territoires, et vous proposez, bien j'allais dire, de changer la focale pour aborder les rapports entre l'État et les territoires, sachant que le premier a peut-être une tendance à un petit peu trop infantiliser ces territoires, parfois avec la complicité de ceux qui les dirigent. Alors effectivement, si on aborde, je dirais, le cœur de l'ouvrage, la liberté. Notre constat de départ, c'est que la décentralisation, elle est enfermée depuis une trentaine d'années dans,
dans des questions de structure. Est-ce qu'il nous faut des grandes régions, supprimer des départements, qu'est-ce qu'on fait des communes? Le millefeuille. Le millefeuille, le fameux millefeuille, mais je lui préfère sa dimension culinaire. Et la deuxième caractéristique, c'est que l'État considère que les collectivités sont une variable d'ajustement de ses politiques. Et comment je l'illustre? Il suffit de regarder d'une part comment sont opérés les transferts de compétences. C'est parce que l'État veut résoudre des problèmes budgétaires qu'il transfère des compétences, mais sans que ça s'inscrive dans un véritable dessin d'ensemble. Et la meilleure preuve en est de cette conception de la décentralisation, c'est que l'État continue de doublonner un certain nombre de compétences transférées aux collectivités locales, ce qui a été régulièrement dénoncé par la Cour des comptes. Donc notre proposition est très simple. C'est de dire, comme tous les pères un peu fondateurs de ceux qui ont réfléchi sur la décentralisation, c'est qu'il ne peut pas exister de décentralisation sans penser de l'État. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas repensé finalement quelles sont les missions de l'État, on n'arrivera pas à une décentralisation mature. Et de façon très opérationnelle, ça signifie quoi? Eh bien, un peu comme dans le système à l'allemande, ou comme dans le système européen, ou de façon extrêmement claire, dans la loi fondamentale allemande de 1949, on a quelles sont les compétences de l'État, et par différence, tout ce qui ne relève pas des compétences de l'État relève d'autres structures, donc les collectivités locales. Donc ça, c'est pour nous le premier axe qui n'a jamais été investigué, qu'il faut mettre en chantier. Le deuxième axe, c'est qu'une fois qu'on a précisé ces compétences restantes aux collectivités, c'est qu'on ne peut plus développer une vision de la décentralisation qui s'inspire d'une géométrie uniforme, c'est-à-dire où du centre, on prétend, faire rentrer les mêmes compétences sur tous les territoires, puisque le territoire français, il y a un certain nombre de diversités dont il faut tenir compte. Et donc, la liberté, c'est de donner la liberté aux acteurs locaux de répartir ces compétences restantes entre elles, l'État conservant une fonction de garant pour assurer l'unité de la République. Alors là, ce que vous proposez, c'est quand même un réordonnancement assez drastique de ce qui existe. Mais ce que vous dites, en gros, c'est que on a des appellations, des étiquettes, celles de communes, d'établissements publics de coopération intercommunale, de départements, de régions, et ces étiquettes s'appliquent partout sur notre territoire avec les mêmes compétences, alors même que par définition, un territoire, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui est différent, c'est quelque chose qui a des caractéristiques morphologiques différentes. Et ce que vous dites donc, c'est que, a priori, la façon dont sont pensées les compétences et les structures actuellement ne peut pas réussir sur l'hétérogénéité de ce territoire. Absolument. Si vous voulez, avant de revenir sur cette géographie, c'est que la décentralisation n'existerait pas s'il n'y avait pas des hommes et des femmes. Et c'est ce qu'avait très bien vu Mirabeau en 1789, quand il avait dit à la tribune de l'Assemblée « Il faut rapprocher l'administration des hommes et des choses ». Et ce qu'a confirmé 2 siècles plus tard, le professeur Carbonnier, quand il disait « le droit est trop humain pour qu'il s'écarte de l'absolu de la ligne droite ». Ça veut donc dire que les structures ne sont que la conséquence des hommes et des femmes et d'une géographie qui est diverse. Puisqu'une géographie, c'est pas la même quand on est dans une zone dite rurale ou dans une zone urbaine. Et donc, que la problématique, c'est que cette liberté puisse permettre d'assurer une égalité pour tous en tenant compte de ces différences géographiques. D'accord. Donc, en fait, quand on a des débats techniques extrêmement importants sur la superposition des différentes couches, le nombre de départements, leur suppression, voire pour certains, même de manière complètement imaginaire, la suppression des communes ou le rassemblement des intercommunalités, pour vous, ce discours ne correspond pas à ce qu'il faudrait faire dans la réalité. Il est intellectuellement très intéressant. Pour les spécialistes. Pour les spécialistes, donc pour la spéculation intellectuelle. Mais si on regarde la crise sociale qui s'est déroulée à partir du dernier trimestre de l'année 2018, et la ministre l'a d'ailleurs reconnu, peu parle de décentralisation. Personne parle des structures. Par contre, le besoin de politique publique est immense. Et donc, l'idée de cette décentralisation que nous proposons, c'est de remettre au cœur de cette décentralisation la politique publique, les hommes et les femmes, et de considérer après que les structures s'adapteront aux géographies
sur lesquels elle se décline. Alors ça, c'est très bien, parce que ça nous permet d'aller vers la deuxième partie du triptyque, pardon, sur la notion de liberté, d'égalité, pardon. Il y a quelque chose que vous développez qui est extrêmement intéressant dans la notion d'égalité. Vous parlez de biens publics primaires pour réfléchir justement aux conditions de l'égalité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça? C'est pas forcément immédiat. Alors, deux choses pour l'expliquer. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, dans les collectivités locales, Oui. sont le réceptacle de toutes les demandes particulières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande tout aux collectivités locales. Et grosso modo, c'est comme si on avait un bateau qu'on ne cesse de surcharger, sauf qu'il y a un moment, le tirant d'eau ne lui permet plus d'assumer toutes ses politiques. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, l'égalité, c'est pas tant l'égalité des structures qu'il faut promouvoir, c'est l'égalité des personnes. Et que Des personnes qui vivent sur les territoires. qui vivent sur ces territoires. Et c'est parce qu'il y aura cette égalité assurée pour tous qu'à partir de ce moment-là, la liberté pourra advenir. Et ça reprend l'idée, cette égalité au service de la liberté, qui avait été développée par Sen, prix Nobel d'économie, quand il parlait de capacité, où il disait très exactement ce que je suis en train de formuler, c'est que l'égalité doit prévaloir sur certaines politiques afin d'assurer la liberté qui, autrement, reste nominale. Et on le voit très bien aujourd'hui. On est dans une république où l'égalité doit prévaloir. Tel n'est pas le cas en matière de mobilité, tel n'est pas le cas en matière de santé, tel n'est pas le cas en matière d'éducation, tel n'est pas le cas en matière de changement climatique. Et donc, tel n'est pas le cas également en matière de logement. Et donc, l'idée que nous défendons, c'est de dire, revenons au cœur de métier des collectivités dans les politiques publiques qui sont mises en œuvre, plutôt que se disperser sur des raffinements aussi subtils que nombreux, pour que chacun dans ce pays, quelle que soit sa localisation géographique, puisse bénéficier de ces biens publics primaires qui permettent d'assurer la liberté, donc à savoir la santé, l'éducation, le logement et la possibilité de se déplacer. D'accord, mais alors, bien entendu, là, vous l'avez dit, il y a des demandes aussi individuelles qui sont légitimes quand on est loin d'un service public, quand on veut se déplacer. Comment on fait pour déterminer des seuils, par exemple? Je vais prendre peut-être quelque chose que vous évoquez dans votre livre, la question de l'école. Est-ce que ça veut dire cet accès au service public qu'il faut continuer à tout prix à mettre des écoles partout parce que c'est une revendication de l'ensemble des individus? Est-ce que, de la même façon, il faut des services de santé dans chaque commune accessible? Qu'est-ce qui va faire qu'on a un arbitrage, notamment un arbitrage qui soit financier? Alors, prenons la question de l'école. Quand on parle des écoles dans toutes les communes, qui est une demande tout à fait légitime... Pour la vie de la commune. Pour la vie de la commune, qui est tout à fait légitime, c'est une demande des élus pour la vie de la commune, mais trop souvent, on résume la question de l'école à une question de bâtiment. D'accord. Or, dans la réalité des choses, quand on parle de l'école, les bâtiments sont une conséquence, c'est-à-dire c'est un outil. Le fondement d'une école, c'est les contenus qui sont enseignés. Et aujourd'hui, on a un paradoxe, c'est qu'effectivement, on veut avoir des écoles sur tout le territoire, et qu'aujourd'hui, dans toutes les classes primaires, on n'enseigne pas des langues étrangères, alors que tout le monde sait très bien qu'on vit dans un monde ouvert, à tort ou à raison, que la maîtrise d'une langue étrangère est absolument fondamentale, sauf qu'en maintenant des écoles dans chacune des communes, aussi petites soient-elles, et qui, pour un certain nombre d'entre elles, malheureusement pour ces communes, fermeront, on ne répond pas à la question de l'éducation. Et donc, ce que nous proposons de façon extrêmement concrète, c'est de dire, comme l'ont fait d'autres pays, non pas pour les copier, mais pour s'inspirer des réflexions qui ont pu avoir lieu, c'est qu'un certain nombre de pays ont accepté l'idée suivant laquelle une école est liée à un seuil de population, à un taux de natalité, et que c'est donc à partir de ce seuil de population, eh bien, qu'effectivement, on peut avoir une école qui permet d'une part d'avoir une politique d'enseignement plus efficiente, et d'autre part, une meilleure allocation des moyens, parce qu'un des éléments qu'on oublie toujours sur l'école, en maintenant ces écoles, c'est que ça a un coût. C'est un coût de rénovation de bâtiments, et que lorsque ces bâtiments viennent à fermer, malheureusement, encore une fois, j'insiste, pour ces communes, eh bien finalement, c'est un investissement qui s'avère pas pertinent au final. Alors soit, bon, j'entends, mais c'est compliqué à accepter pour l'élu de base que je suis, puisque je suis encore
conseiller municipal, mais je vais suivre votre développement. Ça veut dire très concrètement que on ne peut pas réfléchir de manière isolée sur un secteur en ce qui concerne ces biens publics, mais que si je réfléchis en termes d'école, en termes de santé également et d'accès à la santé, il est évident qu'il faut une politique systémique, également par exemple sur la mobilité, qui est un élément essentiel Alors, en ce moment en France. effectivement, si on aborde la question de la mobilité, si on aborde, pardon, la question de la santé, on touche immédiatement, mais aussi d'une certaine façon avec l'école, mais de façon plus prononcée sur la santé. Tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas avoir un hôpital dans chacune des communes. Bon. Donc, et qu'effectivement, à chaque fois qu'on veut se faire soigner, quand on rencontre malheureusement une maladie, tout le monde cherche à aller se faire soigner dans le meilleur établissement qui traite telle ou telle maladie. C'est la réalité des choses. Bien. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour résoudre cette quadrature du cercle, eh bien, il faut accepter, au nom de l'égalité, de mettre en place effectivement une politique de mobilité qui puisse permettre à chacun d'accéder à ce système de santé et qu'il faut établir à ce moment-là une gradation des temps d'accès et d'en assumer le coût au niveau de la collectivité pour permettre à chacun de pouvoir bénéficier d'un système de santé. Bref, une vraie égalité de chacun sur son territoire, Absolument. où que soit ce territoire. Absolument. Alors, ça nous permet d'aborder le dernier élément du triptyque, la fraternité, et puis peut-être aussi la difficulté de cette fraternité, notamment, par exemple, dans la solidarité entre les territoires. On parlait tout à l'heure de définir les politiques avec un tableur Excel, ce qui est en général pas suffisant. Mais là, est-ce qu'on peut traiter simplement la question de la péréquation avec des formules mathématiques entre les différentes collectivités? Alors, la péréquation aujourd'hui est traitée à partir de formules mathématiques. On est complètement d'accord. Puisque tous les mécanismes de péréquation qui se chiffrent à des dizaines de milliards, eh bien, en réalité, si on mène une analyse budgétaire froide, mais en même temps soucieuse de réfléchir comment faire autrement, ça vient équilibrer un certain nombre de budgets locaux, mais ça ne permet pas d'assurer une égalité pour chacun au niveau du territoire en ce qui concerne les biens publics primaires. Et donc, ce que nous proposons, c'est de cesser avec cette politique de péréquation qui redistribue de l'argent à chacun des niveaux de collectivité où chacun veut être égal à l'autre, mais qui ne permet pas d'assurer l'égalité. Et où chacun veut faire la même chose que Et l'autre. où chacun veut faire la même chose, parce qu'il y a un effet de mimétisme, un effet de mimétisme. Et donc, par voie de conséquence, de réallouer ces fonds-là sur le financement des biens publics primaires, entre autres exemples, les mobilités. Et si je prends un exemple très concret, très concret, effectivement, quand je suis dans une zone de montagne, quand je vais au fin fond de la Drôme, où je me rends assez régulièrement, effectivement, je suis éloigné d'un hôpital. Et ben, ça veut dire que si je réalloue des moyens de péréquation et que j'ai accès aux mêmes moyens que les autres, ben, ça veut dire la mobilité, que c'est des financements d'hélicoptères, c'est par exemple des financements d'heures d'hélicoptères supplémentaires par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et donc, c'est une réallocation complète, c'est de réorienter la péréquation au sens de la fraternité, c'est-à-dire la fraternité qui s'adresse à tous. D'accord. Alors, peut-être que pour finir sur ce point, il y a une autre notion de fraternité qui est liée aussi à la participation des citoyens. Alors, dont vous constatez que, dans l'état actuel des choses, elle s'inscrit surtout sur le mode du manque. C'est ce qu'on constate vraiment. Elle s'inscrit sur le mode du manque, puisque, rappelons-le, le taux d'abstention aux élections municipales a doublé entre 1983 et 2014, et aujourd'hui, il atteint près de 38%. Et que, parallèlement à ce mouvement, en fait, la démocratie, elle s'exerce surtout par voie de contestation, de colère, qui sont pas illégitimes, et on l'a encore vu récemment, qui ne sont pas illégitimes, mais ça ne fonde pas une communauté politique. Et donc, ce que nous proposons, c'est qu'effectivement, au titre de la fraternité, dans la mesure où on est dans un monde qui évolue très vite, il est logique que la communauté puisse participer au débat, mais ce qui suppose un engagement de sa part. Et on fait deux propositions. Une première proposition qui est d'autoriser le droit d'amendement, c'est-à-dire qu'un certain nombre de citoyens, dès lors qu'on atteint un certain nombre de signatures, co-signent un amendement et que cet amendement puisse être examiné par le conseil municipal. Et nous sommes extrêmement attachés à ce que le conseil municipal ou le conseil de la structure intercommunale, enfin l'exécutif,
conserve son pouvoir délibératif. Oui, c'est un complément, vous n'êtes pas opposé à la démocratie représentative. Nous soutenons la démocratie représentative, par contre, nous souhaitons y apporter des compléments, l'enrichir. Et donc, il reviendra à cette Assemblée de se prononcer, mais ça permet d'enrichir le débat. Et la deuxième chose, c'est que nous souhaiterions qu'on puisse instituer des jurys citoyens, c'est-à-dire des gens qui soient tirés au sort, avec un mandat unique, mais qui serait renouvelable, où ils pourraient de nouveau tirer au sort, mais après une période de latence, pour éviter ce qu'on peut constater actuellement dans les conseils de développement, où on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole, et qui finalement défendent leur position particulière. Nous, on veut vraiment revivifier la démocratie, et que ce jury citoyen pourrait être consulté par l'Assemblée délibérante sur un certain nombre de projets. Et en plus, on propose comment les avis qui seraient formulés devraient être examinés, notamment en proposant que si l'Assemblée délibérante s'en écarte, eh bien, qu'elle doive motiver l'avis qu'elle rendra. Bien, je ne reste qu'à vous remercier pour l'ensemble de ces éléments. Et puis, inviter ceux qui nous regardent à lire justement votre ouvrage parce que il permettra, alors parfois ça secoue, en tout cas, moi ce que je peux dire, c'est qu'il est extrêmement intéressant, c'est stimulant intellectuellement. Et puis ça permet de voir que même sur des sujets qui sont parfois ou convenus, ou parfois un petit peu trop éloignés du débat public, eh bien, on peut revenir à des choses essentielles. Et je pense avec vous que, eh bien, la République, c'est un élément essentiel de ce qui fait notre pacte et notre socle commun, et que réfléchir en termes de liberté, d'égalité et de fraternité, c'est un bon signe en tout cas pour la vivacité intellectuelle du débat. Merci encore. Merci Eric.